Bonjour à tous, on est déjà un peu plus de 30 personnes pour cette troisième conférence de la journée du Spendesk Live. Le Spendesk Live, c'est un événement où les clients Spendesk et les partenaires Spendesk parlent aux clients Spendesk pour offrir des sessions de cas pratiques et d'utilisation de la plateforme à partir de gens qui le font tous les jours. Et on est très attachés à cette vision. Moi, je m'appelle Manon, je suis chargée de compte chez Spendesk et aujourd'hui, je suis accompagnée de Juliette, qui est également chargée de compte chez Spendesk, et de Sylvain, qui est partenaire. Ils vont se présenter un peu plus longuement ensuite. L'objectif de cette conférence, c'est d'expliquer à vous qui êtes aujourd'hui là à assister à ce webinaire comment gérer au mieux votre reporting grâce à l'analytique disponible sur Spendesk. Je vais vous laisser vous présenter. Juliette, peut-être d'abord si tu veux, et puis ensuite Sylvain. Effectivement, du coup, Juliette, je suis Customer Success Manager chez Spendesk, donc tout comme Manon, et j'ai le plaisir de travailler avec Sylvain sur des clients qu'on a en commun. Donc Sylvain, si tu veux aussi peut-être te présenter avant qu'on rentre plus dans le détail un peu plus tard. Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc Sylvain, moi, je suis CFO chez Smash Group, où on fait des fonctions support à temps partagé. Et voilà, je travaille avec Juliette depuis un an déjà chez un de nos clients dont on va parler tout à l'heure. Peut-être je peux dire deux mots sur Smash Group, sur ce qu'on fait. En synthèse, donc on rassemble en fait toutes les fonctions support en un seul desk, finance, RH, juridique, admin. Pour essayer de faire gagner du temps en fait aux dirigeants et leur digitaliser leurs fonctions notamment. C'est pour ça aussi qu'on est partenaire Spendesk, qui est un outil qu'on utilise beaucoup, enfin chez de nombreux de nos clients, même si c'est pas le seul bien entendu. Notre métier, c'est aussi de nous adapter à chaque besoin client, bien sûr. Voilà, et peut-être juste en quelques mots sur moi et très Alors, pardon Sylvain, je pense qu'on pourra y retourner un petit peu après, parce que là, on voulait juste faire une petite intro le temps que les gens arrivent. Mais du coup, je pense que tu pourras réexpliquer un petit peu aussi peut-être Smash, quels sont les types de clients que vous accompagnez. Je pense que ça intéressera bien les gens. Mais là, comme on attend que les gens se connectent un petit peu. Très bien. Bon, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, je ne vois pas où ça en est, les connexions. Donc, c'est vous qui savez. Les gens arrivent effectivement petit à petit. Pour ceux qui nous ont rejoints sur les 3 dernières minutes, bienvenue sur cette conférence. Pour tout ce qui va être questions, on va vous inciter à les poser directement dans le chat. N'hésitez pas aussi à vous présenter, à dire peut-être dans quelle ville vous êtes, de quelle société vous êtes et quel rôle vous avez au sein de votre société. À la fin de cette conférence, le replay sera disponible et puis on est bien sûr à l'écoute pour toutes les questions que vous pouvez avoir, qu'elles touchent directement au sujet du jour ou même à d'autres aspects que Spendesk peut proposer. Je vois qu'on a déjà des gens qui nous disent bonjour dans le chat, c'est super. Je pense on est quasiment à 50 personnes. Je pense qu'on va pouvoir commencer pour de bon. Après, c'est une première présentation que vous avez faite. Juliette, je vais te donner la parole pour annoncer un petit peu le programme du jour et puis lancer la conférence pour de bon avec Sylvain. Merci Manon. Effectivement, aujourd'hui, l'agenda de notre discussion, on va commencer par revenir sur Smash. Tu vas pouvoir nous donner encore plus de détails sur ce que vous faites au quotidien, comment vous accompagnez vos clients, te représenter aussi pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Ensuite, on va pouvoir parler de ton utilisation de l'analytique avec Spendesk, autour notamment d'un cas client que tu accompagnes et qu'on accompagne d'ailleurs ensemble. Et puis, on aura ensuite du temps pour répondre aux questions qui seront intéressantes pour tout le monde et qui resteront aussi dans le chat. D'abord, Smash. Qu'est-ce que Smash? L'idée, c'est que tu puisses nous présenter quelle est votre expertise chez Smash. Oui, tout à fait. Donc, peut-être en quelques mots à nouveau, mais donc, Smash est une interface unique, fonction support. Donc, quand je dis interface unique, c'est à la fois finance, RH, juridique, admin, à temps partagé. Donc, on accompagne des sociétés qui sont des sociétés de tous les secteurs, qui font à peu près
il n'y a pas de règle, mais de 5 à 100 salariés, en fait, de facto, c'est un peu ça, le type de clients qu'on accompagne, et qui sont, on en a 200 aujourd'hui environ, répartis entre nos 2 antennes que sont Paris et Marseille. Depuis l'année dernière, Marseille est ouvert. Donc, voilà pour Smash très rapidement. Quant à moi, donc, je suis CFO chez Smash, donc sur la branche finance, évidemment. Mon job, c'est vraiment d'analyser toute forme d'optimisation des process financiers, que ce soit process achat, process vente, process comptable, process de reporting, de reposer tout ça à plat et de voir comment atteindre le plus efficacement possible en fait les objectifs de pilotage des dirigeants. Et alors, évidemment, parfois, ça touche à la stratégie. Donc là, on fait un peu de modélisation. On revoit un peu la modélisation. C'est quelque chose que je fais aussi pour des étudiants à Dauphine, etc. Donc, on travaille ça aussi avec les dirigeants. Et puis, de temps en temps, ce n'est pas un problème de stratégie, mais vraiment d'implémentation, de mise en œuvre très concrète. Et là, typiquement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ça, en fait, puisqu'on est vraiment dans la mise en œuvre très concrète de process, et en l'occurrence, process achat, plutôt avec Spendesk. Spendesk, moi, j'ai travaillé avec Spendesk sur, je dis j'ai parce qu'il y en a en cours et d'autres qui sont passés, mais avec 5 sociétés différentes. Donc, c'est un outil que je connais bien sous différents angles, dans différents secteurs. On pourra en reparler un petit peu. Et voilà, c'est un partenaire en tout cas, chez Smash, on fréquente très régulièrement et très assidûment, je dirais. Voilà. Eh ben, justement, on va passer à la suite dans un instant. L'idée, c'est de savoir, avant de s'attaquer au cœur du sujet avec Juliette, peut-être en introduction, pourquoi est-ce que c'est intéressant de structurer un traitement analytique et après, on verra pourquoi c'est important de le faire avec Spendesk et Juliette. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, le traitement analytique, déjà, c'est vrai que c'est peut-être important de bien comprendre de quoi on parle, ou de se mettre d'accord sur les termes au départ, je pense. En fait, ce qui est intéressant, je pense, quand on parle de traitement analytique, c'est de bien voir que on parle de données financières, oui, mais qui appellent un niveau d'information qui n'est pas uniquement financier. Donc là, sur le schéma, la petite équation qu'on voit à l'écran, c'est un peu ça l'idée. Il y a des données métiers qui sont à récupérer et c'est ça, en fait, qui va faire la dimension analytique pour nous, en tout cas, et à ajouter sur une couche comptable plus classique. Alors, c'est vrai que des outils comme Spendesk et aussi plein d'autres sur le marché vont nous permettre d'automatiser le traitement comptable, la donnée comptable, etc. Et ça, c'est des choses qui marchent bien, de mieux en mieux, etc. Et c'est super. Mais la partie qui nous intéresse vraiment aujourd'hui et qui est, à mon sens, la plus complexe, et celle sur laquelle vraiment, là, on a un peu une longueur d'avance de Spendesk, je dirais, c'est vraiment la partie données métiers. Parce que sur une série d'infos, typiquement, cette telle dépense, est-ce qu'elle est pour le projet X ou bien pour telle équipe, etc. Ce type d'infos, aucun comptable ne va pouvoir la deviner, évidemment, et aucun outil ne va pouvoir vraiment permettre de l'automatiser, parce qu'il faut se dire que peut-être on aura un même fournisseur qui sera donc classé de façon automatique en traitement comptable, toujours dans la même catégorie, dans le même compte comptable, donc ça, pas de problème. Mais en revanche, une fois, ce sera pour le projet X, une autre fois pour le projet Y, et ça, seuls les opérationnels, seuls les gens qui sont vraiment près du business vont pouvoir nous le dire. Et c'est ça que fait bien Spendesk et qu'on arrive bien à traiter avec Spendesk, puisque là, on va aller chercher vraiment l'info là où elle est, au plus près des opérationnels. Voilà, donc c'est un peu ça l'enjeu pour moi de l'analytique ici. Et puis après, évidemment, l'enjeu pour les dirigeants, l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'arriver à analyser sa marge de façon beaucoup plus fine. Alors évidemment, il y a une question de maturité des sociétés ici. On ne fait de l'analytique que lorsque on a atteint déjà une certaine maîtrise de sa marge et qu'on n'est pas en phase uniquement d'essayer d'atteindre le point mort sans trop se soucier de sa marge. Donc
l'analytique, ça vient, je dirais, dans un temps 2 ou 3 en fonction de l'histoire de la société, mais ça veut déjà dire qu'on sait un peu découper, comprendre quelle activité, essayer de comprendre quelle activité va être plus rentable, et éventuellement essayer de vérifier une thèse qu'on peut avoir, que le dirigeant peut avoir sur, voilà, je pense que c'est là où on est bon, c'est là où on a de la valeur, mais finalement, on a besoin de le vérifier dans les chiffres pour être sûr que, ouais, effectivement, telle activité, c'est vraiment celle qui tire la profitabilité de la société. Top. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir partagé ta vision de l'analytique. Et du coup, comment toi, voilà, est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter un peu ta façon de fonctionner, de quelle manière tu utilises Spendesk en fait pour mettre en place ce suivi analytique? Oui, notamment, je pense, pour la préparation, un petit peu les questions qu'on se pose, on avait regardé ça un petit peu ensemble en préparant ce webinaire. Effectivement, il y a plusieurs questions un petit peu à se poser au départ, avant de se lancer, notamment des choses assez élémentaires, mais qui est-ce qui va compléter les données? Qui est-ce qui, côté opérationnel, va être concerné? Est-ce que c'est toute l'équipe ou bien une partie seulement, etc. Ça va changer beaucoup la façon dont on va construire les choses, évidemment. Qui est-ce qu'on met dedans? De qui on a besoin, en fait, pour renseigner les infos? Côté comptable, question très, très importante et qui peut être sensible. Est-ce qu'on a un comptable qui va venir sur Spendesk, va venir sur l'outil et valider lui-même, etc. Ou bien quelqu'un à qui on va devoir envoyer la donnée. Spendesk est pas mal fait autour de l'idée que le comptable va venir sur l'outil. Malheureusement, c'est souvent assez idéaliste encore comme vision. Et on doit faire avec les équipes qu'on a parfois. Mais bon, c'est quelque chose qui peut s'adapter, mais il faut le prendre en compte au départ. Est-ce qu'on gère aussi, autre question importante, est-ce qu'on gère l'analytique dans la compta ou en extra-comptable? On peut faire les deux. En fait, avec Spendesk, on n'a pas forcément besoin de tout mettre dans la compta. Ça peut alourdir un peu les choses parfois. Mais voilà, c'est un choix qui est assez structurant, évidemment, au départ. La pertinence de chaque axe analytique pour l'analyse de marge in fine. Qu'est-ce qu'on veut analyser vraiment? Qu'est-ce qu'on veut comprendre et voir dans la marge? Qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui d'existant? Est-ce qu'on a des axes qui existent en compta ou hors compta? Et puis, voilà, penser aussi à l'évolution derrière, puisque si on met en place une logique d'axe analytique, avec probablement peut-être si par exemple on crée une logique en axe projet, évidemment cette liste de projets elle va évoluer dans le temps, il faut penser à son évolution, s'assurer que ce soit scalable et que ça ne devienne pas une usine à gaz 12 mois après, une fois qu'on a subi un petit peu de croissance, ce qu'on espère tous. Donc, voilà. Donc, ouais, et ensuite, ça c'est côté business, et puis côté, disons, organisation interne, très important aussi, c'est des choses qu'on regarde très souvent, c'est le lien avec les autres outils qui peuvent exister en interne. Et notamment sur ces questions d'analytique, il peut y avoir par exemple des outils de timesheet ou des choses comme ça où les gens vont déclarer leur temps sur tel ou tel projet. Là, très, très, très important d'arriver à faire des liens qui soient corrects et qui fonctionnent entre Spendesk par exemple et un outil de timesheet. Alors que ce soit des liens directs, ça n'a pas forcément besoin de la synchronisation directe, etc., ce qui est difficile à mettre en œuvre, mais et pas forcément très utile, mais au moins une nomenclature propre qui fonctionne entre les deux et qui soit cohérente d'un outil à l'autre et qui permette donc de faire facilement un reporting qui va consolider la donnée des deux. Enfin, dans les points important aussi, et dont on va reparler, je pense, dans les slides suivants, c'est le nombre de niveaux d'analyse nécessaires. Est-ce qu'on a un niveau simple, à un niveau, ou bien deux
de rang avec une imbrication éventuelle d'Axe Analytics, ce qui fait que là, on a un niveau de complexité un petit peu supérieur, et on va en parler tout à l'heure sur le choix un petit peu des outils dans Spendesk en fonction de ces questions-là. Voilà, et globalement, oui, on se disait sur un peu les recommandations, enfin, en tout cas, dans tous les cas, de faire bien attention à toujours garder à l'esprit que l'enjeu, c'est celui qu'on a dit au slide précédent, c'est-à-dire aller chercher de l'info auprès des opérationnels. Et donc, pour que ça fonctionne, pour que le système fonctionne bien, et Spendesk est là pour aider ça normalement au maximum, mais il ne faut pas non plus ajouter une complexité trop importante en faisant une structure très élaborée, difficile à comprendre pour les opérationnels et qui va faire que, in fine, ils vont mettre un petit peu au petit bonheur la chance leur axe analytique parce qu'ils ne comprennent pas très bien toute la finesse de la construction, de l'architecture qu'on a mise en place. Donc là, on a tout perdu dans ces cas-là parce que le but, c'est vraiment de récupérer de l'info qui soit aussi fiable que possible. Et donc, il faut garder l'esprit de simplicité qui va permettre à l'opérationnel de bien renseigner la donnée, quoi. C'est un point finalement assez clé. Voilà, sur un peu la préparation, paramétrage de l'analytique. On va, oui, effectivement, rentrer un peu plus dans le concret de ce qu'on propose du coup avec Spendesk en termes d'analytique. Le premier niveau, et ça je vais peut-être te laisser développer, c'est comment toi tu l'utilises, comment toi chez tes clients. Oui, ouais, effectivement. Alors, c'est souvent, en fait, nous, c'est vrai qu'on parle d'analytique. Chez Spendesk, il y a trois options. En fait, il y a les centres de coûts, les catégories de dépenses et les champs analytiques. En réalité, souvent, je dis nous parce que c'est pas que moi, mes collègues aussi, hein, souvent on va utiliser nous plutôt les centres de coûts en réalité, qui pourraient être utilisés autrement ou que certains sans doute utilisent pour reproduire le schéma en fait organisationnel de l'équipe, la structure en fait d'organisation de l'équipe, etc. Nous, souvent, on utilise ces centres de coûts pour les champs analytiques parce que ça va nous permettre d'une part d'être cohérent avec l'approche budget de Spendesk, d'avoir un suivi budget associé à ça, et d'autre part et donc budget, autorisation, etc., responsabilité, et d'autre part d'avoir un système d'imbrication avec justement les catégories de dépenses qui sont la deuxième option. En effet, les centres de coûts, l'avantage, c'est que si j'ai, par exemple, une BU, enfin, si je mets une BU 1, une BU 2 en centre de coûts et que j'ai différents projets rattachés à la BU 1, ben, je vais pouvoir afficher les projets de la BU 1 uniquement en cas de sélection de la BU 1. Dans les catégories de dépenses. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça évite encore une fois simplicité pour l'utilisateur, pour l'opérationnel, ça évite d'avoir quelque chose de trop complexe, d'incompréhensible. Voilà, moi je suis opérationnel, j'ai travaillé pour un projet de la BU1, je clique sur BU1 et puis ensuite n'apparaissent que les projets de la BU1, quoi. C'est pareil, logique. Ouais. Sylvain, peut-être qu'on peut préciser ce qu'est une BU. Peut-être pour les gens qui sont dans le… Ouais, tout le monde n'a pas l'info. BU, en fait, je dis BU, c'est Business Unit, mais en fait, ça pourrait, on pourrait parler d'un axe, bon, on va en reparler tout à l'heure sur des exemples, je pense que ce sera peut-être un peu plus concret, mais c'est une transversale dans l'entreprise une transversale d'activité, quoi, on va dire. Voilà. Je sais pas si... Oui, désolé pour le petit sigle, en effet. Oui, alors tu as commencé à en parler un petit peu des catégories dépenses. On avait juste une petite présentation aussi, voilà, générale pour en reparler. Mais effectivement, le point important, c'est la conditionnalité pour créer de la simplicité derrière, limiter les erreurs. C'est effectivement le point clé là-dessus.
Après, bon, c'est quelque chose qui est personnalisable. Oui, tout à fait. Et après, nous, on a aussi des clients qui utilisent les catégories de dépenses uniquement comme pour refléter en fait la nature de coût ou pour faire juste un suivi budgétaire, par exemple. Ça, c'est vrai que et donc là, ça recoupe un petit peu la nature de coût dans ces cas-là. Donc ça, pourquoi pas aussi. Mais c'est vrai que le gros avantage, c'est d'avoir cette imbrication avec le centre de coût pour la gestion analytique, en tout cas. C'est l'intérêt qu'on y voit. Peut-être qu'on peut simplement préciser parce que nous, c'est vrai qu'on est très habitués à Spendesk et on en a longuement parlé avec Sylvain. Mais donc, vous, dans votre utilisation, je parle aux gens qui écoutent aujourd'hui le webinaire, vous avez la possibilité, en fait, dans vos champs analytiques, d'utiliser soit les catégories de dépenses qui sont la catégorie créée par défaut, parce qu'en fait, on part du principe que chacun va avoir besoin en tant qu'entreprise d'utiliser ça pour catégoriser ses dépenses. Mais si vous souhaitez créer des champs analytiques supplémentaires, on va en reparler également, c'est possible et c'est à partir de ce menu que vous avez sous les yeux. Voilà. Oui, après, je pense, on évoque aussi, on peut évoquer rapidement peut-être le champ analytique en tant que tel, que finalement, nous, on n'utilise pas tant que ça avec notre typologie de clients, mais qui est transverse pour le coup et qu'on peut appliquer à n'importe quel cas, quel que soit le centre de coût, etc. Et là, à mon sens, ça n'est utile, ça ne fonctionne bien que dans le cas d'une organisation un peu tridimensionnelle où on aurait besoin de l'information sur la nature de coût. Donc ça, c'est la compta classique, le compte de charge, etc. Très bien. La structure managériale, là, ça pourrait être le centre de coût, pour le coup, le département en quelque sorte, quoi. Donc ça suppose déjà une organisation assez conséquente et une taille d'entreprise assez importante. C'est pour ça que nous, on n'utilise pas tant que ça. Et 3, le code projet, éventuellement, justement, à travers ce champ analytique qui serait transverse, quoi, en fait. Et ça tombe bien parce qu'on va présenter du coup quelques cas d'application de l'analytique sur des clients que tu connais bien parce que c'est toi ou Smash qui les ont accompagnés. Ouais, voilà, c'est 3 exemples, donc 17 Sport, Emissive, Asmona, qui sont nos clients, et chez lesquels on utilise l'analytique de façon un peu différente, alors avec certains points communs quand même, mais 17 Sport, ça va être un peu sur le modèle que j'expliquais avant, c'est-à-dire centre de coût et catégorie de dépenses, avec cette notion d'imbrication qui est importante là, avec un objectif qui est primordialement en fait suivi budgétaire en l'occurrence, mais n'empêche que ça permet d'avoir un suivi derrière aussi un petit peu de type analytique, un suivi du réel, donc c'est aussi assez important, mais finalement les deux sont très liés chez 17 Sport. Chez Emissive, on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, là c'est vraiment du suivi de projet et de grands projets, je dirais, donc là un analytique qui est très important pour typiquement faire ce que je disais, c'est-à-dire vraiment décortiquer la marge, comprendre exactement où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on perd, et là vraiment aider le pilotage, quoi, en fonction de ce que je vois à travers ma compta analytique, finalement, j'accélère ou je ralentis tel ou tel axe, etc. Et puis enfin, Asmona, dans le secteur culturel également, où là, c'est plus un suivi classique par catégorie de dépenses. Donc, comme je disais, donc là, c'est plutôt suivi des coûts un peu plus par nature, en quelque sorte, en fait. En réalité, l'utilisation des catégories de dépenses est plutôt un suivi par nature, en fait. Ouais, un peu de type budgétaire. Et justement, on a vu du coup là, donc, comment paramétrer, des exemples de paramétrage. Et Sylvain, si tu es d'accord, qu'on passe rapidement sur les 2 slides à venir, celle-ci et celle d'après, sur la façon dont ça s'illustre dans Spendesk et comment on les récupère ensuite. Oui, effectivement, pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus, mais on retrouve ici, là, on a un exemple de journal d'achat qui est paramétrable en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire est-ce que j'utilise les catégories de dépenses, les centres de coûts ou les champs analytiques. En fonction de ça, on va ajouter, supprimer les champs dont on a besoin pour pouvoir les récupérer, les extraire en Excel et faire du retraitement reporting ou retraitement comptable. Et voilà, donc ça c'est un exemple ici où on a centre de coûts et 2 champs analytiques, par exemple, qui ressortent. On peut mettre les villes, etc.
Voilà. Et ça, là, ce visuel-là vous permet de voir en fait l'étape de validation de la donnée. Donc ça, là, on n'est plus au niveau opérationnel. Hein. L'opérationnel a déjà fait son boulot. Il a renseigné soit sur son achat carte ou autre, son champ analytique, etc. Et on a une phase évidemment de validation et de contrôle par une ressource financière. Alors soit c'est une ressource en interne de l'entreprise, soit c'est un comptable externe éventuellement, etc. Mais cette étape de validation, elle est clé parce qu'elle seule permet ensuite l'exploitation des données analytiques. Donc, elle est très importante pour pouvoir, même s'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, on a besoin quand même d'un contrôle humain à un moment donné pour s'assurer que la donnée est correcte. Tant sur le plan d'ailleurs justement de l'automatisation, de l'OCR, la lecture OCR, etc., que l'affectation analytique, ça permet aussi de vérifier que les opérationnels ont compris correctement les consignes et de faire un peu de pédagogie si ce n'est pas le cas, de revenir dessus, etc., ce qui est aussi assez clé souvent. Hop là. Top. Là maintenant, du coup, Sylvain, on va rentrer un peu plus encore dans le concret. Tu vas nous parler en fait d'un client que tu accompagnes depuis du coup 2 ans et que j'accompagne avec toi côté Spendesk depuis 1 an. Pour qui tu as souhaité mettre en place du coup un suivi analytique. Et donc, il s'agit d'Emissive. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter Emissive? Oui, tout à fait. Alors, Emissive, c'est une société qui existe en fait depuis un bon moment déjà, maintenant, 2005. Hein, donc, c'est plus tout à fait la start-up. Mais depuis 2005, ils font de la réalité virtuelle comme une agence un peu classique. Et depuis beaucoup plus récemment, et ce qui a amené à une levée de fonds et à notre arrivée auprès d'eux pour les accompagner, depuis 3 ans en fait, ils se sont lancés dans le développement d'une plateforme de VR, donc réalité virtuelle, complètement novatrice et différente et qui permet une expérience en fait sociale collective de la réalité virtuelle, donc des visites. Aujourd'hui, vous pouvez sur le parvis de Notre-Dame à Paris ou bien à Lyon, Confluence, voir une de ces expériences, donc soit Notre-Dame, c'est sur Notre-Dame, et à Lyon, c'est sur la pyramide de Khéops. Donc, vous pouvez, par exemple, visiter à plusieurs, entre amis, famille, etc., ces sites, ce qui permet de faire tout un tas de choses. Enfin, voilà, on se rapproche pas mal de toutes ces thématiques de métaverse, etc., qui sont assez à la mode. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est bien lancé, etc. Mais typiquement là, on s'est posé beaucoup de questions avec eux sur comment est-ce qu'on va scaler ce modèle, comment est-ce qu'on va le faire fonctionner à terme, etc. Alors on a défini un petit peu le business model qui est fondé sur des licences, tout ça. Et finalement, on a distingué 3 grandes catégories d'activités. Alors, je parle d'activités et pas justement de département ou de business unit, etc. Parce qu'en réalité, et c'est ça qui va faire en fait les axes analytiques, vous pouvez avoir, de même que je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir le même fournisseur qui va être classé une fois à gauche ou à droite. Là, de même, vous pouvez avoir un même salarié qui va travailler une fois pour telle activité, une fois pour telle autre, etc. Et ces activités, c'est le développement de la plateforme, la création de la plateforme technique qui permet de supporter tout ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le développement des contenus qui vont utiliser cette plateforme. Et ça, c'est par exemple, en effet, la pyramide d'Égypte, Notre-Dame, et puis en ce moment, ils sont en train de faire l'histoire de la vie, les impressionnistes, des choses comme ça. Bon, là, c'est vraiment du contenu, un travail visuel, etc., etc. Mais ça peut être éventuellement les mêmes ingénieurs qui travaillent dessus, quoi, en temps partagé. Et puis ensuite, il y a une partie d'exploitation de ces contenus. Alors là, c'est un travail complètement différent. Il faut les diffuser, mettre en place une salle, un lieu, etc. C'est très, très concret. C'est vraiment des problématiques très pratiques. Mais de temps en temps, les mêmes ingénieurs, éventuellement, vont devoir aller donner un coup de main pour le paramétrage technique de la salle, des choses comme ça. Donc là, ils vont, à ce moment-là, devoir taguer un axe analytique différent. Donc, vous voyez, c'est un exemple intéressant parce que effectivement,
on a des activités très différentes conceptuellement et du point de vue aussi de l'analyse qu'on va faire du succès d'Emissive. Ça va changer beaucoup les choses, en fait, d'être sûr de bien répartir à la fois les revenus et les charges au bon endroit. Et en même temps, c'est du point de vue des charges, en tout cas, donc à la fois achat et masse salariale, c'est complètement mélangé puisqu'on a les mêmes achats, les mêmes fournisseurs, les mêmes personnes qui vont faire les 3 types d'activités. Et plus, j'ai pas tellement insisté là-dessus, mais plus aussi l'ex-agence qui reste présente puisqu'il y a encore quelques clients ex-agence. Donc voilà, ça donne un petit peu le champ de vision analytique là-dessus. Donc on va demander aux gens de déclarer, de renseigner évidemment leur axe analytique à travers des centres de coûts, comme j'expliquais tout à l'heure. Centre de coûts et en dessous, catégorie de dépenses, s'il y a des projets. Alors par exemple, il va y avoir un centre de coûts sur la plateforme, la plateforme technique, et puis des catégories de dépenses en dessous pour préciser un peu plus sur quelle partie ils travaillent. Une fois qu'on a ces infos-là, on va récupérer le journal d'achat et l'intégrer en fait dans nos reporting. Et nos reporting, aujourd'hui, c'est 9 PNL différents, donc c'est un peu complexe à manipuler, mais ça va se répartir de façon assez automatisée. Hein. Tout ça est déjà bien bordé dans un Excel. Alors, c'est de l'Excel, mais on va récupérer la donnée Spendesk, la coller dedans, et ça va nous faire le reporting de façon propre. Et puis, de même pour la donnée timesheet, de l'outil timesheet qu'on utilise. Ce qui va nous permettre en fait, avoir une vision vraiment par type d'activité complètement propre. Alors, je disais 3 activités, là vous voyez 9 PNL, mais c'est parce que évidemment dans chaque activité, vous allez avoir plusieurs PNL, par exemple plusieurs contenus, etc., des choses comme ça. Voilà, et ça nous permet donc de faire un reporting aux investisseurs qui suivent ça de façon assez précise, parce comme on est en phase de démonstration en fait de la validité du business model, c'est hyper important pour nous de pouvoir d'une part faire des hypothèses sur ce qu'on imagine que le business va donner sur quelque chose qui est complètement nouveau et qui n'a jamais été fait, donc on n'a pas de référence. Hein. Et en même temps, de pouvoir les vérifier, se confronter au réel et vraiment ça à travers. Pour nous, là, l'analytique est complètement clé parce que on ne sait pas analyser les données si on ne répartit pas les choses, la marge proprement entre les différents types d'activités. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas si c'est bien clair. Et donc, tu dirais que ça t'a aidé, du coup, de mettre en place tout ça sur Spendesk. Oui, absolument. Bah, c'est vraiment clé et c'est quelque chose qui nous a aidés et qui continue à nous aider, enfin, qu'on continue à suivre au quotidien de façon très, très, très rapprochée. Ouais. Ouais, c'est essentiel dans le dispositif. Et bien adopté par les collaborateurs. Ouais. Alors après, ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours de la pédagogie à faire. Donc, c'est super important d'avoir ce processus de contrôle humain. Cette étape de contrôle humain, elle est super importante parce qu'elle permet de voir les petites erreurs qui sont faites à gauche ou à droite. Alors, parfois, c'est quelqu'un qui est nouveau et qui ne sait pas ou qui ne sait pas bien utiliser, etc. Parfois, on voit qu'il y a une erreur qui est systématique. Donc là, on se dit, en fait, c'est nous qui avons mal communiqué ou ça a été mal expliqué ou peut-être que l'intitulé de tel axe, il n'est pas bien fait. Enfin, voilà. Donc là, on sait qu'il faut reprendre de façon plus globale. Mais donc, cette étape de contrôle pour reboucler complètement, elle est super importante. Et c'est continu, je dirais, parce que en plus, Emissive en ce moment, il y a une croissance il y a un plan de recrutement qui est assez intense. Donc, il y a des nouveaux qui arrivent, beaucoup, etc. Donc, ça ne s'arrête jamais, en fait, cette pédagogie. Ça, c'est inévitable, un peu. Effectivement, et nous, c'est vrai qu'on conseille souvent, quand on met en place de l'analytique, d'avoir toujours un petit tableau explicatif dans un guide utilisateur. C'est souvent quelque chose qu'on
qu'on conseille de faire à nos clients. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Sylvain pour toutes ces informations-là. C'est le moment des questions. Ouais, alors on a eu pas mal de questions dans le chat, mais plus sur de côté vraiment opérationnel. Et donc Anne-Sophie qui est à côté de moi a répondu au fur et à mesure, mais je suis absolument ravie de voir que ça a suscité des interrogations et une envie d'en savoir plus dans l'usage. C'était complètement le but. Juliette l'a un peu évoqué, mais je le précise, nous chez Spendesk, en fonction de votre usage, vous pouvez tout à fait contacter soit votre chargé de compte dédié, soit l'équipe en charge de votre compte pour bénéficier de sessions de re-onboarding ou de pédagogie. On est toujours très content de le faire et on a d'ailleurs des webinaires qui sont en place organisés mensuellement pour permettre à nos clients, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient plus anciens avec besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, d'y participer. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour rejoindre une des sessions. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Je ne crois pas. On vous laisse peut-être quelques secondes pour que vous puissiez poser vos questions. Et j'en profite pour vous signaler, je ne sais pas si vous l'avez vu au début, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement avec Smash. Je vous ai mis le lien un petit peu plus haut dans le chat. N'hésitez pas à le voir. Alors, on a une question de Elena. Bonjour, est-il possible de pouvoir sélectionner plusieurs codes analytiques lors de la saisie de la dépense? Oui, en fait, ça, Sylvain, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que je fais la réponse à la question? Oui, non, vas-y, ouais. Ok. Donc, en fait, Elena, oui, en fonction des paramétrages que vous avez réalisés dans Spendesk, si vous avez paramétré vos catégories de dépenses, vos centres de coûts et aussi des champs analytiques supplémentaires, vous pouvez en créer plusieurs dans le menu champ analytique, vous pouvez alors catégoriser vos dépenses en fonction de ceux-ci. Donc ça, moi, ce que je peux vous inciter à faire, c'est on va vous repartager là dans le chat l'article du Help Center sur comment paramétrer vos champs analytiques et comment les faire apparaître dans le journal d'achat. Et si vous avez besoin, bien sûr, d'un accompagnement en plus, vous pouvez écrire à votre chargé de compte pour qu'il vous accompagne. Mais oui, c'est possible. Peut-être juste en complément là-dessus, effectivement, dans le paramétrage, je vais peut-être passer un peu vite, mais c'est dans les questions qu'on se pose. Typiquement, nous, ça va être ce genre de questions, en fait. Est-ce qu'on a besoin de 2 champs analytiques à la fois, par exemple? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais là, ça change. Dans ces cas-là, on ne va pas prendre l'option centre de coût parce que ça ne fonctionne pas. Il nous en faut un à la fois. En revanche, champ analytique, ça fonctionne très bien. Donc, ce choix entre champ analytique, centre de coût ou bien catégorie de dépenses, on va le faire aussi en fonction de ce type de choses. Donc, ça fait partie des questions du paramétrage, on va dire. Tout à fait. Et Louis-Philippe qui dit, sauf erreur de ma part, on ne peut pas affecter plusieurs catégories de dépenses à une seule et même facture. Peut-être, Anne-Sophie, est-ce que tu peux remettre la slide qui concernait la présentation? On va l'illustrer, ça aide toujours un petit peu, qui s'appelle les catégories de dépenses. C'est la numéro 11. Ouais, alors, je pense que j'ai saisi aussi le sens de la question. Louis-Philippe, on se connaît en plus. J'accompagne Louis-Philippe. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de définir plusieurs champs analytiques et d'en sélectionner plusieurs. Par contre, pour ce qui est de la ventilation analytique, c'est pas encore possible sur Spendesk, mais restez à l'écoute. On travaille dessus. Donc voilà, oui, effectivement, là, vous allez pouvoir choisir qu'un seul champ qu'une seule valeur, par champ que vous aurez créé pour l'instant. Et on a également une question de Carole qui demande, pouvez-vous me confirmer que l'analytique ne peut pas être renseignée automatiquement en fonction du centre de coût? Non, ça effectivement, c'est pas encore possible, mais c'est un retour qu'on a, donc notre équipe produit l'a déjà entendu. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition parce que pour ceux qui sont en Ile-de-France, demain soir, nous proposons une rencontre dans les bureaux de Spendesk. Nous sommes au niveau de Saint-Lazare pour présenter toute la roadmap produit de 2023 en exclusivité. Et donc, ce sera l'occasion de voir si cette fonctionnalité fait partie des heureuses élus. Est-ce que... avec plaisir, Carole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous laisse encore quelques secondes. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. Vous avez à l'écran un QR code à scanner pour voir le programme des conférences. C'était la 3e aujourd'hui. Il en reste une demain matin qui s'intéressera de plus près au module fournisseur, au module du paiement des factures fournisseurs sur Spendesk et présente aussi la conférence de demain soir dans nos bureaux. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire. Sylvain, Juliette, merci infiniment
pour cette conférence très axée pratique et opérationnelle. Donc, c'est tout à fait ce qu'on voulait. Le replay de celle-ci sera disponible bientôt. Vous la recevrez automatiquement comme vous étiez tous inscrits à cette conférence. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.